à toi, je suis ravi de te retrouver pour ce 9e épisode de notre calendrier de l'Avent. Et dans ce 9e épisode, je vais te parler de l'oadzine, un des plus étranges oiseaux qui soit, le ruminant ailé, qui ressemble à un mini ptérodactyle. L'oadzine est un des oiseaux les plus originaux du monde. Il ne mange que des feuilles, et en plus, elles sont toxiques. Et ces feuilles, il les rumine. Son énorme jabot, un tiers de son poids, lui permet de digérer la cellulose des feuilles grâce à des bactéries. Un petit peu comme ce qui se passe dans notre intestin, les bactéries aident à digérer. C'est le seul oiseau qu'on connaisse qui rumine, d'où son surnom de vache volante. Ce processus s'accompagne d'une haleine de chacal et de rôts dévastateurs. D'ailleurs, les Britanniques, qui sont jamais avares en matière de surnoms, l'ont surnommé l'oiseau qui pue. 2. L'oadzine vole très mal. Les feuilles sont très peu nourrissantes. Sa nourriture met de 7 à 45 heures pour traverser l'ensemble du système digestif. Et le plus étonnant de son système digestif, c'est qu'il est proche de celui des ruminants, d'où son surnom de ruminant ailé. Le jabot de cet oiseau est énorme, il est hypertrophié. Il sert à la fois de gésier, c'est-à-dire de concasseur de ce qu'il mange, et de fermenteur pour lui permettre d'assimiler la cellulose contenue dans les végétaux dont il se nourrit. Une fois transformée en acide gras, cette nourriture est acheminée vers le second centre de fermentation situé dans 2 chambres un peu spéciales des intestins qu'on appelle des diverticules. Son énorme jabot compte pour 1/3 de son poids total. Il réduit la place disponible du sternum, qui est cet os qui relie les côtes, et qui est normalement chez les oiseaux le point d'attache des muscles des ailes. Je te l'avais déjà raconté dans un des épisodes précédents de ce calendrier de l'Avent, celui qui concernait, tu sais, le kakapo, cet étrange perroquet qui vit en Nouvelle-Zélande. Alors l'oadzine ne peut voler que sur de faibles distances, et il passe le plus clair de son temps à paresser dans les arbres. 3. Ces petits possèdent, jusqu'à l'âge de 3 mois, deux griffes au niveau des ailes, comme son lointain cousin, l'Archéoptéryx, l'ancêtre des oiseaux. Et en la matière, l'oadzine n'est pas le seul à posséder cette particularité. Les jacanas, le vanneau à éperon, le vanneau-terreau ou les kamichi, toutes ces espèces possèdent aussi une griffe équivalente au pouce qui persiste même à l'état adulte. Et ils s'en servent pour grimper aux branches, mais aussi comme une arme. 4e caractéristique incroyable, le poussin de l'oadzine marche à 4 pattes, il grimpe et il nage très bien. Les oadzines sont grégaires, ils vivent en groupe et nichent en petites colonies. Ils pondent 2 ou 3 œufs dans un nid placé dans un arbre qui surplombe toujours l'eau. Lorsqu'un prédateur s'approche du nid, le poussin, de manière innée, se jette dans la rivière. Même tactique que le basilic, alias le lézard Jésus-Christ au passage, qui est le seul reptile qu'on connaisse qui court sur l'eau. Alors une fois qu'il est dans l'eau, le poussin nage jusqu'à un abri inextricable sur la berge, puis attend que le rageux s'en aille. Il remonte alors tranquillou dans l'arbre grâce à ses 2 doigts griffus, qu'il finit par perdre lorsqu'il devient adulte. Autre caractéristique amusante de l'oadzine, c'est que le cri de ce punk arboricole évoque la respiration d'un fumeur asthmatique en phase terminale. Je te laisse juge, je te mets ces vocalisations ici maintenant. Alors, parlons un peu maintenant de ces populations. Les oadzines résistent mal à la destruction de leur habitat et au tourisme trop intrusif. En revanche, sa chair pas très goûtue l'a préservée de la chasse. Et par ailleurs, il est impossible de l'apprivoiser. Malgré tout, les populations ne sont pas encore en danger. Parlons un peu de son pédigré. L'oadzine est la seule espèce de son ordre, les Opisthocomiformes, un nom bien compliqué. Alors toujours pareil, pour s'y retrouver dans cette grande armoire du vivant, les oadzines font partie de l'embranchement des chordés. Les autres classes connues, ce sont les mammifères, les amphibiens, les reptiles. Et donc, ce sont toutes les
les classes qui composent les chordés, ceux qui ont une colonne vertébrale avec un système nerveux à l'intérieur. Donc les zoazines font partie de la classe des oiseaux, ça c'est bien clair, et ils font partie de cet ordre complètement inconnu qui s'appelle les opisthocommiformes, mais il y a des ordres d'oiseaux beaucoup plus connus, par exemple l'ordre des passereaux qui s'appelle les passeriformes, qui est le plus grand en nombre, 60% des 11 000 espèces d'oiseaux sont des passereaux, comme les moineaux, les merles, les mésanges. Sinon, en ordre connu, tu as aussi les accipitriformes. Alors eux, ils rassemblent tout ce qui est rapaces, tu sais, les aigles, les buses, les vautours. Il y a aussi, par exemple, les strigiformes. Alors là, ce sont tous les rapaces, mais nocturnes. Les hiboux et les chouettes sont des strigiformes. Ils font partie de cet ordre-là. Les oies, les canards, les cygnes font partie des ancériformes. Et puis, par exemple, les poules, les faisans, les dindes, les perdrix font partie des galliformes. Tout ce qui est pigeon, ce sont les colombiformes. Tous les perroquets, ce sont les psittaciformes. Bon, je ne vais pas tous te les dire, mais je t'ai cité les ordres les plus connus. Bref, l'oisine, il fait partie des opisthocommiformes, ce qui signifie qu'il a un derrière en forme de crinière. Tu vois, par pudeur, je l'avais même pas mis dans mon livre Nomen, les origines des noms des espèces, où j'évoque évidemment l'oadzine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette espèce, l'oadzine, est une espèce très ancienne, très primitive. Il est considéré comme l'oiseau moderne le plus ancien encore existant. Cette espèce a pris forme il y a presque 18 millions d'années. Et sa parenté avec les autres espèces d'oiseaux reste encore très mystérieuse et très discutée. Et donc cette ancienneté fait que dans beaucoup de revues, il est surnommé fossile à aile ou fossile sur pattes. Alors attention, avec cette expression, je voudrais finir cet épisode avec ça, cette expression n'est pas correcte. Et je vais t'expliquer pourquoi. En effet, il est faux de dire que des espèces sont des fossiles vivants. Tu t'en doutes, il y a un parfum de sensationnel dans ce genre d'oxymore. Ces expressions sont vendeuses, en fait presque putaclic. Mais fossile vivant, ça n'existe pas. Prenons un exemple connu, celui du sélacanthe. Le sélacanthe, tu sais, c'est cet étrange poisson qui a été pêché pour la première fois en 1938 au large de l'Afrique du Sud. Un événement qui avait été très médiatisé à l'époque car on pensait cette famille de poissons disparue depuis 70 millions d'années. Et en 1952, on en a pêché un autre au large des Comores. Et d'autres ont suivi de manière très épisodique. Et en 1998, figure-toi qu'on a retrouvé une autre espèce de sélacanthe, cette fois en Indonésie, près de l'île de Sulawesi, ce qu'on appelait autrefois les célèbes. Et donc, j'essaye de faire court et clair, bien que très similaires en apparence à leurs ancêtres préhistoriques, que ce soit le sélacanthe ou d'autres espèces comme l'oadzine, ces poissons ont bien sûr évolué, ils ont changé. Et pour bien comprendre, il faut que tu saches que ce terme de primitif qui est utilisé par les scientifiques et les paléontologues prête parfois à confusion et qu'il est mal interprété par le grand public. En fait, pour un scientifique, primitif signifie juste qu'il est apparu avant, sans idée qu'il est moins bien foutu, et évolué juste qu'il est apparu après. Il n'y a pas d'idée que l'un est mieux fait que l'autre, en fait. Et il se trouve que le groupe des actinistiens, le groupe auquel appartiennent ces étranges poissons, les sélacanthes, il a émergé très tôt dans l'histoire de l'évolution des vertébrés. Il y a 410 millions d'années, et on pensait qu'ils avaient débarrassé le plancher, que ce groupe avait disparu avec les dinosaures il y a 66 millions d'années. Donc tu imagines la surprise quand des pêcheurs ont trouvé dans leur filet un poisson qui ressemblait à des fossiles d'il y a 400 millions d'années. C'est pour ça que ce genre de groupe, on appelle ça un taxon Lazare, un peu comme ce personnage biblique, tu sais, qui est réapparu, qui est ressuscité. Donc voilà, ces actinistiens sont les ancêtres de tous les animaux à quatre pattes, ce qu'on appelle les tétrapodes, qui rassemblent les amphibiens, c'est-à-dire les grenouilles, les squamates, c'est tout ce qui est serpents et lézards, les tortues, les crocodiles, les oiseaux et donc les mammifères. Donc, ce sont nos aïeux, nos ancêtres. Donc la conclusion de ce que je viens de dire, c'est que les espèces évoluent en permanence, parfois les changements paraissent énormes, et puis parfois, même pendant des millions, des dizaines de millions, même des centaines de millions d'années, il y a très peu de changements apparents, mais malgré tout, même si elles ont peu changé en apparence, les espèces évoluent et ne sont pas du tout les mêmes. Les sélacanthes actuels sont différents de leurs ancêtres d'il y a plusieurs millions, dizaines, centaines de millions d'années. Certains traits, certains caractères de ces espèces évoluent beaucoup et d'autres peu ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, l'apparence d'un animal, sa morphologie, ne dépend que de 5% du génome total. C'est très peu.
Tout le reste, la façon dont ça fonctionne à l'intérieur, ses comportements, la façon dont il se développe, se voit beaucoup moins facilement, se voit beaucoup moins directement. Le génome, lui, ne cesse d'évoluer et de manière beaucoup plus profonde que ce qui se voit à l'extérieur. La conclusion, c'est que des espèces actuelles très ressemblantes ont des génomes parfois très divergents, très différents. Donc dire que les sélacantes n'ont pas évolué et que ce sont des fossiles vivants, tu comprends maintenant mieux que c'est une erreur. Et on pourrait penser que c'est pas grave. Moi je pense que c'est grave parce que ce genre d'expression, ce genre de raccourci, permet à des modes de pensée un peu idiots et vieillots, imprégnés de conservatisme religieux, de s'incruster, de perdurer. Par exemple ceux qui maintiennent l'humain au sommet de l'arbre du vivant. Alors à part le sélacanthe, il y a d'autres espèces qui semblent avoir traversé le temps sans changer de forme. Par exemple, ça va te faire sourire, les blattes et les cafards qui sont apparus, pareil, il y a des centaines de millions d'années. Les nautiles, tu sais, ces cousins des pieuvres qui sont dotés d'une coquille, alors que les pieuvres les ont perdus. Les tout premiers céphalopodes, le nom de la famille des pieuvres, des calmars, des seiches et des nautiles, avaient tous une coquille. Certains l'ont gardée, comme le nautile, d'autres l'ont internalisée, comme la seiche, c'est le fameux os de seiche, ou les calmars qui, eux, n'ont pas un os, mais ce qu'on appelle une plume, qui est beaucoup plus molle. T'en as qui l'ont complètement perdu, comme les pieuvres, qui ont perdu leur coquille, et puis t'en as d'autres qui les ont gardés, donc comme les nautiles. Parmi les autres espèces célèbres qui ont traversé le temps, il y a les chimères, tu sais, ce sont ce qu'on surnomme les requins fantômes, qui ont effectivement de loin une vague tête de requin, mais qui ne nagent pas comme les requins. En fait, les chimères, elles ont l'énorme particularité de nager un peu en volant comme un oiseau, en agitant leur nageoire pectorale, alors que les requins, tu le sais, ils nagent en ondulant leur caudale. C'est la grande différence entre les chimères et les requins. Chimères, requins raies, tu le sais, font partie, au passage, de ce qu'on appelle les chondrichthyens. Ce sont les poissons cartilagineux, tout simplement. Il y a 36 000 espèces de poissons dans les océans. L'immense majorité sont des poissons osseux. C'est tous ceux que tu connais, le thon, les sardines, tous ces petits poissons de récif, les némos, etc. Ça, c'est quasiment 35 000 espèces. Et il n'y a que 1500 espèces de poissons cartilagineux, c'est-à-dire qui n'ont pas d'os, qui n'ont pas d'arêtes, qui n'ont pas de squelette dur. Donc ce sont les requins, les raies et ces chimères. Et donc ces chimères sont aussi apparues très tôt, comme les requins d'ailleurs, comme les raies. Chez les plantes, parmi les plantes primitives, et maintenant tu comprends mieux que primitive n'est pas du tout un terme dépréciatif, primitif ça veut juste qu'il est apparu très tôt, c'est tout. Et bien chez les plantes, il y a les prêles qui sont des parentes des fougères qui elles aussi sont des plantes parmi les premières qui sont apparues sur Terre. Et puis, il y a aussi par exemple un arbre que tu connais peut-être qui s'appelle le ginkgo biloba. Ce bel arbre originaire d'Asie, il y en a quelques-uns en France et à Paris par exemple. Donc in fine, au final, il vaut mieux pas dire, quand on essaye d'être un peu exact et quand on essaye de mieux connaître le vivant, il vaut mieux pas dire espèce fossile. C'est un terme qui hérisse en fait les scientifiques. C'est une expression qui, tu l'as compris, est fausse. Et au pire, tu peux utiliser l'expression de panchronique pour parler de ces espèces. C'est un beau terme, ça veut dire qu'elles ont traversé le temps, sans beaucoup changer de forme. Une espèce panchronique. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. Voilà, sur ces considérations concernant le temps et la façon dont on traverse le temps, je te donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode où on va rester dans l'océan, dans le 10e épisode de notre calendrier de l'Avent. Je vais te parler du mouton des mers, un drôle de zig tout vert avec une tête toute mimi, qui est une petite limace de mer, figure-toi, qui est un des rares animaux capables d'utiliser la photosynthèse, qui est normalement l'apanage des seuls végétaux. Je vais t'expliquer comment et pourquoi ce mouton des mers réussit à détourner les petits éléments des algues qu'il mange pour se nourrir. D'ici là, prends soin de toi, salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.